Donc voilà, c'est le manga d'Ultraman qui sort aujourd'hui, le 11 juin. Il y aura le tome 2 qui sortira au mois de juillet. Donc si vous êtes fan de Toku, j'espère que cette réinterprétation vous plaira. Et de toute façon, voilà, vous avez le bonus à la fin qui est super intéressant, qui est bourré d'anecdotes, validé par Tsuburaya. C'est important, ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont filé de la doc et tout. Enfin, je pense qu'il y a des choses pas mal intéressantes là-dedans. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que votre soutien à cette série aidera à ce qu'il se passe des trucs autour d'Ultraman ou du Toku en général dans notre beau pays. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Aujourd'hui, nous sommes dans une ambiance un petit peu feutrée, comme vous pouvez le voir, puisque nous sommes dans les locaux de Japan FM. Voilà, puisqu'ils nous ont invités à venir les voir à l'occasion d'une émission. Donc on s'est dit, on va faire le plateau de la nouvelle émission chez eux pour les remercier et surtout pour profiter de leurs locaux voilà, à la pointe, j'ai envie de dire. Attends, je te réponds là ou... Ah non, c'est là, merde. Ça n'a pas changé, ça, par contre. Donc, voilà, une émission 32 déjà sur, cette fois-ci, le manga Ultraman qui vient de sortir chez Kurokawa. Et donc, c'était un peu l'occasion de vous parler un peu plus de manga après trop de toku, trop de sabanitude, de sabanisation, de tout ce que vous voulez. Donc, voilà, là, on va vous parler du manga. Donc, une émission un peu plus courte que d'habitude, puisque le Toku Focus en fait sera une interview de Grégoire Hello, donc Silver Mousquetaire dans France 5, mais aussi directeur des collections de Kurokawa, et c'est lui qui a décidé un peu d'amener Ultraman dans sa collection. Donc voilà, on le laisse s'exprimer et après on vous parlera de notre avis sur le manga. Voilà. Je suis personnellement déjà un fan de Tokusatsu. J'ai découvert ça comme tout le monde déjà avec Sankukai. Donc comme j'ai 40 ans cette année, du coup ouais, je fais partie de la génération qui a découvert Sankukai. J'avais 4 ans. Après chaque épisode de Sankukai, évidemment, je sautais partout sur les canapés avec des fourchettes, enfin tu vois, avec le torchon, les lunettes de ski, enfin normal quoi. Après, donc il y a eu Spectreman que je trouvais génial. Ma mère elle comprenait pas parce que c'est vrai que quand tu regardes Spectreman aujourd'hui, c'est assez daté, mais quand tu as 6 ans, tu te rends pas compte que le crabe est en train de tabasser un immeuble en carton, mais quand t'es gamin, t'es là, ah, c'est génial, c'est super. Moi j'étais vraiment à fond sur Spectreman. Puis surtout la VF de Spectreman était très très bien faite, donc t'étais vraiment dans le truc. Enfin, je sais pas si les gens ont moyen de revoir du Spectreman aujourd'hui, mais moi je me souviens, c'était super bien doublé, enfin super bien doublé, c'était aussi bien doublé que l'étaient les films d'horreur ou les films de kung-fu de l'époque, donc les gens surjouaient et on était vraiment dans le feu de l'action. Après évidemment, mon grand amour XOR, où on se tabassait dans la cour de récré après chaque épisode. Enfin voilà, il ne faut que 5 centièmes de seconde. Là, et j'ai découvert donc Bioman sur Canal+, avant la diffusion du Club Dorothée, avec le vrai générique chanté par Michel Barouille, tiré du générique japonais. Voilà, et là c'était fabuleux. C'est-à-dire que Bioman c'était génial parce que c'était tout ce que j'aimais, mais en groupe. Donc il y avait de la bagarre, il y avait un robot qui arrivait, les chorégraphies étaient super bien. Enfin voilà, donc c'était le meilleur été de ma vie, c'est parce que tous les jours il y avait un épisode de Bioman quand je rentrais après m'être éclaté au parc. Donc voilà, c'était fabuleux.
Et j'ai toujours continué à aimer ça, c'est-à-dire que après, donc moi je suis rentré chez Joystick, Joypad, PlayStation Magazine, qui étaient des magazines de jeux vidéo, et j'avais cet amour de la pop culture japonaise, donc dès qu'il y avait des jeux vidéo de Ultraman ou de Kamen Rider, j'en faisais des tonnes pour les pousser dans le magazine, et donc après, la vie m'a mis sur la route, sur le chemin du très talentueux Alex Pilote, qui avait fait les Bitoman, et on est tombé par hasard sur une cassette de Hideaki Anno qui avait fait dans sa jeunesse Aikoku Sentai Dai Nippon, une cassette qui nous avait été transmise par Pierre Giner, qui est un des grands ambassadeurs du tokusatsu en France. Et du coup, on a vu ça avec Alex, on a trouvé ça vachement bien. Et puis de fil en aiguille, à force de discuter, de machin, on en est venu à faire France 5, et voilà, c'était un cri d'amour justement au tokusatsu japonais. Les gens me connaissent peut-être sous le nom de Silver Mousquetaire, et voilà, c'est un peu ma street cred en termes de toku, c'est que j'ai participé à France 5, et donc Ultraman, enfin moi j'étais un petit garçon élevé en France, donc moi je suis plutôt Spectreman, mais Ultraman, je sais ce que ça représente, j'en ai vu, j'aime bien, et du coup j'ai eu l'opportunité de publier le nouveau manga d'Ultraman. Alors c'était intéressant parce que c'est un manga qui dénote la volonté de moderniser le mythe. Et c'est vrai il existe énormément de mangas autour d'Ultraman, de Godzilla au Japon, mais en général c'est des choses qui ont été dessinées dans les années 70-80, qui s'adressent aux enfants, qui ont un graphisme pas super, qui se vendraient absolument pas. Et là c'est vraiment quelque chose de très moderne, qui ressemble plus presque à du comics américain qu'à du manga tel qu'on le voit habituellement. Donc je me suis dit, ça peut être une manière d'intéresser les gens au mythe du super-héros, et de surtout introduire en France le premier super-héros japonais. Heureusement pour nous, cette œuvre-là est une volonté aussi d'introduire et de réintroduire le mythe d'Ultraman. C'est-à-dire que c'est un manga qui fait suite à la toute première série historique des années 60. Donc on zappe tout le reste. Il n'y a pas de Ultra Seven, Ultraman Jack, tout ça, ça dégage. Tiga, Ginga, hop, ça n'a jamais existé. Ça permet du coup d'introduire tout de suite le héros, qui est le fils du premier Ultraman. On explique que voilà, Ultraman il a gagné, il s'est débarrassé des extraterrestres qui nous envahissaient, et après, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, ça permet d'avoir un récit assez mature, dans lequel on rentre facilement, et on n'a pas besoin d'avoir énormément de références. Tout ce qui nous suffit de savoir, c'est que c'est une histoire de super-héros japonais. Ultraman, déjà, les gens le connaissent sans le connaître. C'est-à-dire que depuis les années 70-80, on a énormément de dessins animés japonais, ou même de mangas dessinés, réalisés, écrits par des gens qui ont regardé Ultraman. Donc les fans de manga aujourd'hui, les gens qui vont à Japan Expo ou Paris Manga, par exemple, c'est des gens qui connaissent sans connaître Ultraman. Ils disent « Ah, Ultraman, oui, c'est le mec rouge et blanc, ils en parlent dans Dr. Slump, il fait comme ça... il a une étoile ici, une lumière, il grandit, voilà, mais ils n'en savent pas plus. Mais ils voient à peu près ce que c'est. Donc c'est l'occasion pour eux de découvrir ce personnage à qui font référence la plupart de leurs héros. 20th Century Boys, tous les gamins ils sont comme ça. Et puis surtout, nous on le présente vraiment comme le premier super-héros japonais qui revient dans une version modernisée pour séduire un public plus large. Moi, quand je fais la présentation du bouquin aux équipes commerciales de Kurokawa, par exemple, parce que pour vous raconter vite fait comment ça marche l'édition, je pitch le bouquin à des commerciaux qui vont ensuite, dans toute la France, le présenter aux libraires, en disant ce bouquin il est vachement bien parce que, et le libraire dit ok, bon je t'en prends 10, je t'en prends 20, et après on imprime en conséquence et on distribue. C'est comme ça que ça marche l'édition. Et donc moi quand je pitch le manga d'Ultraman, je ne fais finalement que répéter ce que m'a dit l'éditeur du bouquin, c'est-à-dire que c'est une volonté de moderniser le mythe, mais tout comme Marvel a modernisé, ou DC a modernisé son mythe, c'est-à-dire que les Japonais ont pris conscience de quelque chose, c'est qu'ils avaient un vivier de héros extraordinairement riche, mais qu'ils en faisaient rien. Et quand ils ont vu les Avengers et tout ça exploser au cinéma, voir Avengers faire $1 milliard de recettes, ils disent mais nous aussi il faut qu'on fasse ça. C'est-à-dire que quand tu regardes le premier Iron Man des années 60, c'était une canette jaune, il ressemblait à rien.
Et aujourd'hui, voilà, c'est Robert Downey, il est bien rasé, il est beau, il fait des blagues, il boit des cocktails. Ils disent, ben voilà, nous aussi, on va faire pareil. Donc, excite les mecs en caoutchouc avec une combi et la fermeture éclair derrière. On va faire une graphic novel qui ressemble à un comics américain, avec un scénario beaucoup plus dark, beaucoup plus contemporain, qui ressemble un petit peu aux productions du moment. Et remoderniser le mythe, en fait, pour faire en sorte qu'il soit accessible aux gens d'aujourd'hui, enfin les jeunes gens d'aujourd'hui qui n'ont pas du tout les mêmes goûts que les jeunes gens de l'époque. Ce qui est important dans Ultraman, c'est d'expliquer d'où il vient. C'est pour ça qu'on a Fabien, donc, qui est le traducteur et le chef d'orchestre de cette édition française de Ultraman. On a prévu justement de faire des bonus à la fin des mangas qui s'appelle Ultra Club, donc c'est du rédactionnel pur, dans lequel on va raconter justement toute la saga Tsuburaya, comment est-ce que Monsieur Tsuburaya, qui avait inventé les effets spéciaux pour faire des miniatures pendant la Seconde Guerre mondiale, puis les immeubles de Godzilla, etc., comment il en est venu à créer l'une des plus grosses franchises de tous les temps au Japon, et l'histoire du tokusatsu. Enfin, on va expliquer que c'est une vraie religion, qu'au Japon aujourd'hui, justement, à cause de la 3D, c'est une tradition qui se perd, qu'ils essayent justement, des petits artisans qui luttent contre la 3D pour justement continuer. Voilà, on va introduire tout cet aspect patrimonial pour les gens qui ont envie d'en savoir plus. Comme on le positionne, graphic novel adulte, parce qu'il y a quand même si c'est un ado qui se bagarre avec des super pouvoirs, il y a malgré tout une vraie intrigue politique, pas mal d'extraterrestres sournois qui se sont infiltrés dans le gouvernement, pas mal de retournements de situation. Du coup, on l'a positionné là, le tome 1 en juin, le tome 2 en juillet, pour avoir une sortie assez rapide. 1-2 pour que les gens accrochent assez vite à l'univers. Après, ça va se passer, ça va être un tome environ tous les 3 ou 4 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le manga a un rythme de publication qui n'est pas super rapide au Japon. Mais au total, il y aura 4 tomes qui sortiront là en 2015. Et on a prévu d'avoir entre 4 et 5 tomes en 2016. Voilà. Mais on va assez rapidement, je pense, rattraper le Japon, parce qu'il y a déjà 5 tomes de sortie, et que nous, on en sort 4 cette année. Donc je pense qu'à terme, on se retrouvera comme au Japon avec un rythme de 3 ou 4 parutions par an. L'arrivée en France, c'était assez facile, c'est-à-dire que Tsuburaya était ravi qu'Ultraman arrive en France, mais par contre, ils veulent tout contrôler. Et ça, c'est assez compliqué au niveau du travail, c'est-à-dire qu'on leur dit « Ah ben, on va faire telle pub », et ils disent « Ah oui, mais non, c'est pas possible, parce que là, il y a un petit carré blanc, là, il y a un truc. » Enfin, ils regardent vraiment tout. C'est très très long. On pensait pas que ce serait aussi long, et eux non plus. C'est-à-dire que ils s'attendaient pas à ce qu'on mette autant le manga en avant, qu'on fasse autant de communication, de publicité, de promotion. Et du coup, ils se sont retrouvés ah bah mince, on a tout ça à valider d'un coup, ça va être compliqué, parce que ils ont l'habitude de tout checker 10 fois, et comme on leur a envoyé une montagne parce qu'on a fait énormément de choses, des posters, des calendriers, on a fait des masques promotionnels, on a fait beaucoup de choses autour d'Ultraman, donc ils ont eu énormément de choses à vérifier. Et donc l'arrivée d'Ultraman en France, enfin voilà, il est venu sans problème, c'est à la douane que ça coince, tu vois, pour faire une allégorie. J'espère en tout cas modestement que Kurokawa élargira un petit peu la popularité du tokusatsu et d'Ultraman en particulier en France, mais après je sais pas si on va créer une étincelle. Je pense, enfin en tout cas le manga, tous les gens qui l'ont lu et qui sont pas forcément fans de manga et qui savent même pas ce que c'est qu'un tokusatsu l'ont trouvé très bien. Après, est-ce que les gens vont aimer Ultraman le manga, mais qui est finalement un petit peu différent du toku original, ou est-ce que le personnage va devenir populaire je sais pas. Ça peut dépendre de beaucoup de facteurs, tu vois. Notamment, est-ce qu'il va y avoir une actu autour de ce manga? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle actu autour d'Ultraman? Depuis que Saban a la main mise sur les Power Rangers, c'est difficile de se dire la prochaine série d'Ultraman qui sort cet été au Japon, on l'aura aussi à la télé en France, tu vois. Donc ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Mais on sait jamais, hein. L'année prochaine, c'est les 50 ans d'Ultraman. Il y aura peut-être une surprise à Japan Expo 2016. Mais en tout cas, moi, j'espère qu'on fera connaître Ultraman. Après, si sa popularité peut exploser en France et faire revenir du tokusatsu, je sais pas. Mais en attendant, je pense que aujourd'hui encore, le tokusatsu est aux mains de Saban et que ça changera pas.
Enfin, ce qui peut nous arriver, c'est un nouveau Godzilla, parce que le premier américain de Gareth a bien marché, donc on en aura certainement un deuxième, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que j'ai compris aussi, Kadokawa préparait un nouveau Gamera, parce que le Gamera The Brave en anglais n'avait pas super bien marché, en fait, parce que les adultes, c'était pas Gamera, et les enfants, ils sont plus très kaiju, en fait, les gamins d'aujourd'hui au Japon. Donc, mais peut-être que vu le succès du nouveau Godzilla d'Hollywood, enfin, moi j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi Kadokawa réfléchissait à remettre Gamera. Je sais qu'il y a un nouveau Godzilla là, japonais cette fois qui se met en action. Enfin, il se passe des trucs côté Toku, mais côté Ultraman, au Japon j'ai l'impression qu'ils sont plus dans la nostalgie. Il y a eu le film avec les vieux acteurs qui étaient dans une dimension parallèle. Ils font pas comme ils avaient fait, je crois que c'était Ultraman Tiga, où ils avaient mis un chanteur, c'était un V6 je crois, qui était le héros, et du coup ça avait été une des séries les plus populaires de ces dernières années. Ça date je crois que c'est Tiga où il y avait eu une 50aine d'épisodes à la télé. C'était le dernier gros Ultraman, hein. Je pense que là depuis il n'y en a plus beaucoup en fait. Donc je sais pas, j'espère. Mais bon, ça me paraît pas à l'ordre du jour au Japon en tout cas. Ou alors peut-être un film, je sais pas. De tokusatsu, c'est quelque chose qui me fascine toujours, même si je suis moins fan aujourd'hui, parce que enfin, les Kamen Rider avec des beaux gosses qui savent pas se battre pour faire plaisir aux mamans, ça c'est pas trop ma cam. Moi je suis vraiment Watari, Hiroshi, enfin vraiment les mecs avec la chemise ouverte, les Santiago et le pas de def quoi. Enfin pour moi c'est vraiment ça le tokusatsu, ou au moins des mecs qui savent se battre, tu vois. Moi j'ai l'impression que depuis Time Ranger on a eu personne qui sait se battre parmi les acteurs, quoi. Ils prennent des gamins ou des beaux gosses, enfin, je trouve ça dommage. Quand je suis au Japon et que je tombe sur un épisode, je regarde, mais je les suis plus à fond comme je les suivais avant depuis, je dois l'avouer, hein, ça ressemble plus trop à ce que j'aimais. Trop de 3D, pas assez de bagarres. Parce que moi, ce qui me plaisait, c'était les chorégraphies et tout ce qui est transformation, objets. Il y a de moins en moins de bagarres et de plus en plus de gags et de blabla, j'ai l'impression. Donc ça me plaît un petit peu moins. Voilà. Mais par contre, là, j'ai un petit garçon qui a 3 ans et demi, donc on va pas tarder à regarder les Power Rangers ensemble, je pense. Et puis, je vais récupérer les DVD de Bioman, les DVD de tout ça, de XOR, et je vais l'inscrire au karaté. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Donc encore merci à Grégoire Hello pour ce petit descriptif de l'aventure du manga Ultraman en France. On espère que le succès du manga va pouvoir amener Ultraman sous d'autres incarnations en France. Donc maintenant, on va parler du manga. Alors, bon, déjà l'objet en lui-même il est très très beau, hein. C'est un objet qui est vraiment très soigné, la couverture est super, vous avez des pages en couleur aussi au début avec des illustrations. Après, l'histoire en elle-même de ce manga, j'étais assez surpris, puisque donc effectivement l'histoire se passe plusieurs décennies après l'intervention de l'Ultraman original, donc l'Ultraman de 1966, et donc le Shin Hayata, donc le héros original a vieilli, et maintenant on suit son fils, donc Shinjiro, qu'il a eu tardivement, et donc Shinjiro reçoit en héritage les pouvoirs d'Ultraman qui sont entrés en fait dans son code génétique. Et il y a un nouvel extraterrestre biomécanique qui arrive sur Terre, donc pour menacer la Terre. Et donc Shinjiro doit récupérer les pouvoirs d'Ultraman et il enfile une armure biomécanique pour donc devenir le nouvel Ultraman. Alors ce qui est assez surprenant au début, c'est qu'ils ne sont pas encore au stade Kyodai, c'est-à-dire ils ne sont pas encore géants, puisque le premier combat se déroule à hauteur d'homme. Et on sent qu'il y a encore tout un mystère encore autour du père, autour de la Space Patrol. Donc ce n'est que le début d'un récit qui s'avère assez riche en surprises. J'ai trouvé ça très intéressant. J'y allais vraiment avec beaucoup d'a priori,
en me disant qu'ils n'allaient pas du tout respecter l'esprit d'origine. Mais bon, je pense que c'est aussi pas mal de tenter autre chose pour ce format papier. Donc j'ai hâte de voir la suite, moi, de mon côté. Et je voulais aussi encore remercier Kurokawa pour le fameux fascicule Ultra Club que vous trouvez à la fin, donc qui raconte toute l'histoire d'Eiji Tsuburaya et de l'univers Ultra, donc que Fabien Vautrin a signé. C'est vraiment très très intéressant. Là actuellement on couvre que les 30 premières années de la vie de Eiji Tsuburaya et j'ai vraiment envie de lire la suite. Donc en tout cas pour un premier tome on a vraiment un bel objet, un beau produit, aussi bien pour les fans de manga, pour les fans de super-héros et pour les fans de tokusatsu, et on va suivre la suite avec attention, à mon avis, Jordan. Non, moi je vais suivre exactement ce que tu as dit. Hein. Moi aussi j'avais beaucoup d'a priori sur le manga, notamment vis-à-vis du design de Ultraman. Enfin, je veux dire, pour moi, Ultraman, c'est tout sauf du Iron Man. Donc j'avais un peu peur, le concept d'armure et tout ça. Au début j'avais un peu peur. Et pourtant, en lisant le manga, comme tu le dis, ça respecte beaucoup l'univers. Alors, par contre, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire que si vous êtes un fan de la franchise Ultraman, vous vous sentirez peut-être frustré, peut-être que vous trouverez ça pas bien du tout, hein, parce que ce n'est que la suite de la série d'origine. Et du coup, le concept d'armure est encore plus intéressant, c'est-à-dire que si on part du principe qu'il n'y a eu qu'un seul Ultraman, comment est-ce qu'on recrée le pouvoir d'Ultraman ? On le crée en armure, justement comme Iron Man crée une armure Hulkbuster pour se mesurer à Hulk et avoir une force aussi équivalente. Là, c'est pareil. Donc, du coup, ça rend réaliste la chose, ça rend crédible la chose, et justement, l'héritage génétique est là pour faire le lien, et du coup, c'est vachement intéressant. Je trouve ça vachement poussé en fait. Je pensais pas qu'ils iraient au-delà. Et moi j'attends beaucoup la suite en juillet parce que là ce n'est que d'exposition. On sent qu'il y a quand même beaucoup de mystères qui sont encore tapis dans l'ombre et je pense que la suite peut s'avérer intéressante. Et en effet, le Ultra Club mérite à lui seul même l'achat du manga parce que franchement c'est vraiment bien de voir des gens en France publier ce genre de texte dans autre chose que du fanzine ou que du magazine qui au final a un destin souvent tragique, hein. Souvent le magazine on le lit, on le jette, alors que là dans un objet qu'on achète et qu'on va sûrement garder très longtemps, on a un fragment d'histoire et franchement c'est cool que chaque nouveau manga ait son numéro à suivre comme ça. Voilà. Alors voilà, notre accoutrement a un petit peu évolué pour cette dernière partie d'émission, hein, puisque nous recevons chez lui donc Kai, l'un des fondateurs et présentateurs de Japan FM, qui nous vient avec cette magnifique visière façon Cyclops de X-Men. C'est le chef des Xiliens de Invasion Planète X. Ah oui, joli, c'est un film de Godzilla. Alors Kai... Non, qui n'est pas un film, c'est pas un film de cul. Kai Godzilla. Oui, voilà, ok. Kai va se présenter et présenter sa on va dire sa tanière, sa brasserie quoi. Mon antre, effectivement. Écoutez, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir ici, ça me fait un grand plaisir de m'accueillir chez moi. Merci à toi de nous accueillir, surtout chez toi. Non, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille l'équipe du Tokuscope. En tout cas, voilà, là vous êtes dans les locaux de Japan FM, vous êtes les bienvenus, vous êtes ici chez vous. Japan FM, c'est quoi ? C'est une radio qui diffuse que de la J-musique, uniquement de la J-musique, et qui est basée sur tout ce qui est culture japonaise, donc y compris le cinéma. Y compris. Mais c'est pour ça qu'on cherche des spécialistes comme vous pour en parler. Oh, c'est gentil. Et depuis combien de temps ça dure, Japan FM ? Tu peux un peu nous parler aussi des origines chacun son tour, de parler des origines de Japan FM, l'initiative ? Alors, en fait, si tu veux, l'initiative, à la base, c'était une web radio créée par un jeune homme. C'était dans le sud de la France. Et nous, on a racheté la radio, c'est Camio, qui a racheté la radio il y a à peu près un peu plus d'1 an et demi maintenant. Donc on parle de la radio
Enfin voilà, la version 2.0 en fait, on va dire. Japan FM avant, c'était Japan FM. On a voulu la professionnaliser, rendre tout ça légal, tout ce qui était payer les droits, la SACEM, la SCPP, vous connaissez aussi bien. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Et ouais, ça fera 2 ans en octobre, le 18 octobre exactement. Presque aussi vieux que nous, tu te rends compte? Presque. Ouais. Sauf qu'eux, ils sont plus pro que nous. Ils ont un meilleur matos. Le but, c'était vraiment de rendre la web radio comme une vraie radio. On a de l'équipement qui pourrait faire rougir pas mal de radios FM bien connues. Mais c'est pas le but non plus. C'est pas le but de faire avec le meilleur matos ou quoi que ce soit. Le but, c'est de faire surtout du contenu intéressant et de faire découvrir des musiques qui sont pas forcément tout le temps entendues. Voilà, pas que des musiques d'animé, mais plein de choses, de la pop, du rock, et plein de choses. C'est divers et varié la culture japonaise. Vous le savez aussi bien que moi, je pense, les gars. Tout à fait, tout à fait. Et comment tu vois, on va dire, l'évolution de Japan FM dans les temps futurs? Eh ben alors déjà, la première chose, c'est qu'on a ouvert une autre structure en parallèle de Japan FM, puisqu'on devient également tourneur, c'est-à-dire qu'on va faire tourner des groupes de musique japonaise en France et en Europe et un peu partout. Hein. On verra où le vent nous porte. On commence notre premier concert le 17 octobre avec Fear and Loathing in Las Vegas, qui est un groupe un petit peu rock, électronicore. Donc c'est vraiment une mouvance très particulière avec des vocodeurs pour changer et moduler la voix. Ça cartonne au Japon. Et là, c'est leur première venue en Europe. Donc c'est une date unique. Donc ça, voilà, c'est un petit peu l'évolution de Japan FM. C'est de faire découvrir aussi en live des groupes qu'on n'aura pas forcément l'habitude de voir ou des très 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 gros groupes, puisqu'on va bientôt annoncer d'autres groupes. Je ne peux pas le dire pour l'instant, mais voilà, il y en a d'autres qui arrivent. Ça va être la grosse évolution. Et la deuxième évolution, c'est une plus grosse présence en convention. Là, par exemple, on a Japan Expo où on va avoir un gros stand, on va faire des interviews en direct. Paris Manga, pour la 20e, ça va être une grosse scène avec des invités, des conférences, plein de choses à venir. Voilà. Bah écoute, super. Nous, en tout cas, on va vous suivre de très près. Et, on te remercie encore de nous avoir accueillis dans tes locaux. Hein, et toi et ton équipe et tes comparses. Voilà. Ici maintenant. Ouais, Deuxième base. Ouais. On va filmer les émissions avec ça à chaque fois, tu vois. En dispositif vision. tu as atteint la barre des 9000. Non mais tu vois, on met les émissions, on met les émissions en direct, là qui passent là comme ça, et comme ça, voilà. Pas mal. On endoctrine les masses. À faire. Non mais comme ça, tu vois, on peut avoir des images et tout en direct, tu vois. C'est vrai, ce serait pas mal à réfléchir. Le cybertocoscope. Bon écoutez, nous comme d'habitude on se retrouve sur la chaîne YouTube de Cinefuzz, on se retrouve aussi sur Dailymotion, sur le blog de Tokuscope, le Facebook de Tokuscope et ensuite le Twitter de Tokuscope @Tokuscope. Le Tipeee de Cinefuzz est toujours ouvert. On vous dit à très bientôt, on vous embrasse très fort, prenez soin de vous et transmutez-vous. Pas mal ça, pas mal. J'aime bien celle-là. Peut-être fusion aussi. Okay.